Bonjour et bienvenue pour cette émission exceptionnelle, une interview avec un invité de choix que vous connaissez, entre autres pour cette chanson. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne, lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Mais bien sûr, ce n'est qu'une partie de sa vie, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète, d'après ce que j'ai pu lire dans sa biographie officielle. Et il a fait partie de l'aventure AB Productions en tant qu'assistant de Dorothée. Il s'est même essayé à la comédie avec Pas de pitié pour les croissants, on va y revenir tout à l'heure. Et alors, chose inhabituelle, il a même prêté sa voix pour un programme de la nuit. J'ai cru comprendre que c'était chasse et pêche, j'ai lu ça quelque part. Moi, je suis ravi d'accueillir pour cette première émission Monsieur Jean-Paul Césari. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, lorsqu'on entend Nicky Larson, il y a on va mettre le deuxième générique de Nicky Larson aussi. Son prénom c'est Nicky, et son nom c'est Larson. Nicky Larson ne craint personne. Nicky Larson, son nom résonne quand une affaire le passionne, comme un éclair il tourbillonne. Voilà Jean-Paul Césari, aujourd'hui sur RGV. Jean-Paul, quand on entend ces génériques là comme ça, j'imagine qu'on t'a posé la question 1000 fois, mais c'est toujours le même plaisir avec on va dire autant d'années, puisqu'il y a plusieurs générations qui connaissent cette chanson. Comment tu te sens là, aujourd'hui, là, maintenant ? Mais tu sais, c'est vrai qu'on répète beaucoup ça, mais moi je reçois tellement d'amour lorsque je me déplace dans les festivals, tout ça, qu'effectivement, cette chanson que tout le monde connaît par cœur, c'est vrai que ça fait un petit peu rabat-joie, mais moi j'adore, parce que c'est grâce à cette chanson justement que j'ai la possibilité d'aller un peu partout pour la chanter et puis surtout pour discuter avec les gens qui me posent évidemment des tas de questions. Comment ça s'est passé l'enregistrement ? Comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivé à chanter Nicky Larson ? Parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais tu es auteur, compositeur, interprète. J'ai pris quelques petits extraits de tes chansons. C'est arrivé un peu par hasard ? Par hasard, on ne peut pas dire ça parce que je connaissais l'équipe, je connaissais Jean-Luc Azoulay, je connaissais Dorothée aussi, et j'avais enregistré plusieurs disques, mais comme c'était un petit peu difficile pour moi et qu'il fallait travailler, donc Monsieur Azoulay m'a proposé de devenir l'assistant de Dorothée. Mais lorsqu'ils m'ont embauché, ce n'était pas du tout pour chanter, je ne pense pas qu'il avait ça en tête, et parce qu'il lui fallait un assistant, elle allait faire le premier Bercy. Et donc au départ, j'avais mis un petit peu entre parenthèses ma carrière de chanteur. La carrière de chanteur qui a commencé bien avant AB Productions, bien avant Dorothée ? Oui, parce que moi j'ai toujours chanté. Originaire du Sud, dès l'âge de 17-18 ans, c'était déjà les premiers orchestres, on faisait du bal, puis on faisait des reprises, tout ça, c'était mes premiers pas dans la musique. Et puis ensuite, évidemment, moi j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Et je savais qu'aller plus loin, ça voulait dire passer par Paris, tout simplement. Et je suis parti un petit peu à l'improviste, mais complètement à l'improviste d'ailleurs, à Paris avec ma guitare sur l'épaule. Parce que j'étais employé de sécurité sociale à Digne-les-Bains et je m'ennuyais profondément. Donc j'ai démissionné, tout le monde m'a dit mais t'es fou, t'es titulaire, machin, mais tu te rends même pas compte et tout, tu sais pas où tu vas. J'ai dit oui, mais justement moi c'est ça qui m'intéresse. D'être titulaire à la Sécu, c'est pas ça mon objectif. Moi ce que je veux c'est faire de la musique, c'est côtoyer le milieu du show business, des musiciens, tout ça, et aller à Paris parce que je savais à l'époque, maintenant ça a un petit peu changé quand même parce qu'il y a Internet, mais à l'époque tout se passait à Paris. Voilà. Et donc tu fais le tour des maisons de disques et ça se passe. Est-ce que tu signes un contrat ou est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est allé assez vite parce que je connaissais quand même un producteur marseillais, Gérard Tempesti, qui produisait à l'époque El Château, tout ça. Il avait d'autres productions. Et lui, c'est lui qui m'avait écouté à Marseille et qui m'avait dit, tu sais, si tu veux venir travailler avec nous, écoute, on pourrait faire des trucs parce que je pense que tu
c'est dans tes possibilités d'enregistrer. Alors moi, évidemment, il fallait pas me dire ça, quoi, parce que c'était mon rêve d'enfant. Et du coup, je suis parti. Et quand je suis arrivé à Paris, évidemment, je ne voyais que lui, parce que je connaissais que lui. Et on a commencé un petit peu à travailler sur des chansons. Et j'ai enregistré assez vite, 1 an après à peu près, le premier 45 tours qui s'appelle Près de vous. Voilà. Cette voix de tête que je découvre sur ce titre, puisque moi je connaissais la plupart des génériques de télé. Bionic par exemple, qui était dans Récréa 2, c'est ça, à la base? C'était à la fin de Récréa 2. Voilà, c'est pour ça que je connaissais Bionic. Mais là, cette voix de tête, faut aller la chercher, ça là quand même. J'ai fait beaucoup de chœurs. Et dans les studios parisiens, quand je suis arrivé à Paris, voilà, et donc j'ai fait des chœurs en voix de tête, en voix, toutes les voix d'ailleurs, et notamment j'avais fait les chœurs dans Chante, Wapapap, Wapapalala, exactement, avec les Forbans, et bon, évidemment, avec le succès que ça a eu, ils ne m'ont pas perdu de vue, et j'ai continué à faire des chœurs dans tous leurs albums, et puis ça m'a ouvert quelques portes de choriste aussi, parce que j'ai fait l'Olympia plusieurs fois, et notamment avec Rika Zaraï, avec les Forbans aussi pendant une semaine, et en tant que choriste, voilà. Et choriste aussi pour Dorothée, pour Bercy, non? Oui, mais ça, c'était bien plus tard. Moi, je te parle des années où je suis arrivé à Paris, au tout départ, au tout début. Et comment ça se fait comment ça se passe lorsqu'on chante? Est-ce qu'on a maintenant il y a des coachs vocaux, etc. Est-ce qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui donnait la direction musicale, qui permettait d'aller chercher cette note justement par exemple, ou est-ce que fallait vraiment se démerder? Il fallait se démerder, c'était un peu, mais surtout avec les Forbans, c'était incroyable parce qu'au départ, c'est une petite anecdote que je te raconte. Au départ, il y avait tous les Forbans qui étaient autour du micro pour faire les chœurs. Et petit à petit, le producteur qui nous dirigeait a dit: oh non, toi c'est pas bon, tu sors. C'était le pianiste, tout ça. Oh ouais, pourquoi? Non, je t'assure, c'est pas bien, c'est faux, machin. Après, autour du bassiste aussi: oh, je t'assure, c'est pas terrible, franchement, c'est un peu faux ce que tu fais. Allez, tu sors des chœurs, machin. Et à la fin, on a fait la chanson avec Philippe, évidemment, Bébert, le chanteur des Forbans, Philippe Masse, le guitariste, et moi-même. Et on a tout fait nous-mêmes, tous les chœurs. Voilà. Et à l'arrivée, ça a vendu 2,5 millions de disques. Alors, tu vois ce que je veux dire, dans le métier, ça se fait vite les choses. Et du coup, j'ai été sollicité par pas mal de gens pour faire choriste dans des séances d'enregistrement de studio surtout. Et une séance d'enregistrement, ça se passe comment? On arrive au studio, on nous fait écouter un petit peu la chanson et on nous dit: voilà, j'aimerais qu'on fasse des voix à cet endroit-là, tu sais, un truc un peu... Alors pour doubler les refrains aussi, enfin tout ça. Mais moi j'ai la chance d'entendre bien, toujours, et d'aller assez vite, et donc je me suis mis au diapason. Et donc ça m'a permis quand même de gagner ma vie les 2 ou 3 premières années en arrivant à Paris. En tant que choriste donc. Et Près de vous, est-ce qu'il y a une petite anecdote sur cette chanson? Comment est venu au fil de la plume tous les mots et les phrases, les strophes et bien sûr la chanson en entier? Alors tu sais, pour écrire une chanson, il y a des techniques différentes et quelquefois comment dire, en 1 heure on peut écrire une partie de la chanson, mais quelquefois il faut 4 ou 5 jours, ou même plus que ça je dirais. Mais là dans cette chanson-là, moi je me suis inspiré un petit peu de ce que faisait Paul Naref, parce que c'était vraiment mon maître. Et j'ai vu qu'il jouait beaucoup avec les ou, tout ça, et puis la voix de tête aussi, Dieu sait s'il a assuré ma voix de tête. Et il fallait que ça sonne un peu anglais, quoi, que ce soit du français. Moi dans ma tête c'était ça, il fallait que ma chanson sonne un petit peu anglais dans la façon de la chanter, tout simplement.
et près de vous, voilà, c'est comme ça que ça a débuté, quoi. Puis après, c'est une question de travail pour essayer de faire rimer, pour trouver aussi les phrases qui sont adaptées et que tout le monde peut retenir sur tout ça. Qu'est-ce que vous voulez raconter dans cette chanson? Ouais, je sais pas, moi je sais pas, à l'époque on me disait un petit peu que j'étais, entre guillemets, un séducteur. Bon, ça a bien changé, à l'époque j'étais très jeune. Et donc il fallait un petit clin d'œil avec la jante féminine que j'apprécie énormément et que j'apprécie toujours d'ailleurs. Et voilà, j'en ai fait un petit peu. Cette chanson, elle a été faite un peu pour les quelques femmes que je connaissais et que j'aimais bien. On mettra en post-production même la pochette du disque. C'est vrai, ça fait très 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 séducteur, hein, ça c'est sûr. Ben, j'étais comme ça, avec les cheveux longs évidemment. Alors maintenant ça a bien changé parce que les cheveux, ils sont partis. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, les cheveux c'est pas ce qui fait l'homme, hein, comme on dit. Non mais c'est vrai qu'à l'époque c'était ça, quoi. Donc c'était un peu. Et puis je savais aussi que Gérard Tempesti le producteur, il me disait ouais, tu sais, tu devrais faire des trucs. Je suis persuadé que tu vas cartonner avec les vieilles. Il m'avait dit ça. Alors ça m'avait fait sourire, mais en tout cas, bon, j'avais travaillé dans ce sens. Alors il y a d'un côté la voix de tête, mais on entend, et surtout dans Nicky Larson et puis dans d'autres génériques, une voix saturée, une voix de rock, quoi, carrément. Est-ce que c'est issu de ton expérience avec les Dalton? Moi, ce qui est le sûr, c'est que dans mes disques, dans tout ce que j'ai fait, dans tous les enregistrements que j'ai fait, aussi bien les dessins animés que les autres. Si, les dessins animés, quand même, j'ai vu les choristes Francine Chanteureau et Martine Lator qui m'ont fait les chœurs Nicky Larson. Mais sinon, tout le reste, toutes les chansons que j'ai enregistrées en studio, c'est les chœurs, je les ai tous fait moi-même. Mais vraiment tout seul, quoi. Mais quand on entend la voix saturée comme ça, on pense à des gens qui chantent du rock, en fait. T'es passé par là? Comment est-ce que tu vas chercher cette note? Oui, j'ai chanté du rock aussi, mais ce qui compte à l'arrivée, c'est ce qu'on veut donner, quoi. Et après, on ne sait pas si c'est vraiment la voix un peu saturée ou les voix aiguës en voix de tête, on ne sait pas ça. Ce qui compte, c'est le résultat final, en tout cas. Moi, je chante un petit peu et j'essaie de choper la voix saturée de Nicky Larson, c'est assez compliqué. Il y a un autre attention, c'est compliqué Nicky Larson de chanter, hein, c'est pas... D'ailleurs, moi, maintenant, je le fais encore en direct. Mais surtout, à la fin, quand il y a un changement de ton, il y a un demi-ton en plus à la fin, il est terrible, hein, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment forcer pour le faire. Hein. C'est inchantable. Moi, je me suis essayé, c'est vraiment inchantable. Et la séance de Nicky Larson, c'était avec Jean-Luc Azoulay dans le studio? Non, Jean-Luc Azoulay n'était même pas là. Il y avait Gérard Salès, donc c'est lui qui m'a indiqué ce qu'il fallait que je chante. Il m'a fait écouter le playback musical dès le départ. Et il m'a dit, voilà, il faudrait que tu fasses comme ça, tu vois. Et après, c'est toi. Il m'a dit, c'est toi, tu le fais comme tu as envie aussi, parce que bon, il savait que je pouvais avoir un peu de goût à ce niveau-là quand même. Et en fait, Nicky Larson, il m'a donné quelques directives au départ, et après, je l'ai fait comme je le sentais, tout simplement. Est-ce que lorsque tu dis que tu chantes des génériques télé, enfin à l'époque, est-ce que c'était bien vu dans le métier? Ah, mais pas du tout. Mais c'était pas que c'était pas bien vu, c'était complètement ignoré. Moi, j'étais anonyme de chez Anonyme à l'époque. Hein. En plus, moi, j'en parlais pas parce que bon, c'était pas. Moi, on m'avait payé pour le faire, je l'ai fait, c'est tout. Mais c'était pas plus. C'était pas plus que ça, quoi. Donc, je savais très bien que c'était pas avec ça que j'aurais pu gagner ma vie. Eh ben, je me suis bien trompé parce que. Depuis 10 ans, là, vraiment, ça marche très fort. Je fais beaucoup de festivals et donc je ne pensais pas vraiment à l'époque qu'il se passerait ça 30 ans après, avec le phénomène de la nostalgie. Et puis ces gens qui étaient tout petits à l'époque où je chantais ça, je me rappelle, sur le plateau du Club Dorothée, c'était des voix d'enfants, évidemment, ils étaient tous là, ils connaissaient la chanson par cœur. Mais maintenant, ce qui est génial, et ça me l'a fait lorsque Dorothée a fait Bercy, où j'étais son choriste, et ils m'ont fait chanter Nicky Larson. Et là, pour la première fois, je chantais Nicky Larson en public avec des adultes. Et là, c'était, au lieu que ce soit des voix d'enfants, c'était des grosses voix et tout. Et ça me faisait... J'avais le frisson, quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience quand même que cette chanson, c'était pas simplement un dessin animé, quoi. C'était vraiment autre chose, qu'il y avait quelque chose en plus, en tout cas.
Les dessins animés qui sont bien écrits la plupart du temps par les dessinateurs et par les scénaristes, mais aussi les génériques télé. Bon, il y a ceux de AB Productions, donc on est d'autres aussi. Il y a quand même une espèce de qualité qui est pas très très reconnue. Nicky Larson, quand même, c'est quand même pas mal dans l'écriture. Oui, mais en plus quand tu sais que Jean-Luc Azoulay, parce que c'est lui qui a écrit la chanson, qui a écrit les paroles, je pense qu'il a dû faire ça en une demi-heure, un truc comme ça, même peut-être un peu moins. Parce que quand on est arrivé au studio, on n'avait pas encore le texte. Il a appelé Gérard Salès a appelé Jean-Luc Azoulay. Jean-Luc, on est au studio, Jean-Paul va chanter, mais par contre, on n'a pas le texte. Et Jean-Luc a dit, c'est bon, je le fais, je vous l'envoie. Et on a vu le texte à peu près une demi-heure après. Donc, t'imagines un peu, un truc comme quoi ça tient pas grand-chose, hein. Mais il écrit très bien, et puis surtout, il a tout compris, quoi. C'est-à-dire que les paroles de la chanson étaient vraiment en adéquation avec le dessin animé. Moi, le dessin animé, je ne l'avais pas vu à l'époque, je ne l'avais pas encore vu, hein. Simplement, je savais qu'ils en avaient commandé beaucoup, donc je me suis dit, bon, ben alors, c'est que ça va passer souvent, quoi. Mais c'est tout, c'est la seule chose que je savais. Sinon, moi, j'ai chanté la chanson, comment dire, du mieux possible, parce que de toute façon, quand il s'agit de musique et quand il s'agit de chanter, il n'y a pas 36 façons de chanter, quoi. Je veux dire, ou tu le fais bien ou tu le fais pas, quoi. Dans ma tête, en tout cas, c'est ça. Alors, il y a d'autres musiques comme ça, tiens, voilà, Veilleur de nuit. Comme un veilleur de nuit, un veilleur de nuit, je préviendrai ta vie des dangers de la ville. Comme un veilleur de nuit. Alors ça, c'était un travail alimentaire, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et cette chanson, pour une fois, je l'ai écrite pour quelqu'un. Non, mais, et c'est vrai. Et donc, elle a une histoire, quoi. C'est une chanson qui a une histoire. Alors, je me souviens que c'était déjà l'époque où c'était devenu plus difficile pour moi. Près de vous, c'était loin. J'avais du mal. Et là, on a voulu un peu... j'ai voulu un peu changer de style en mettant un peu plus de poids dans la voix, tout ça. La chanson, elle était bien, hein, c'est pas un problème. Mais après, il y a tout le reste qui compte, c'est la promotion. Un artiste qui n'a pas de promotion, il n'a aucune chance d'exister, mais aucune, même si c'est le meilleur du monde. Et ça, c'est bon. Après ça, c'est le showbiz, hein, on sait très bien comment ça se passe. Voilà, donc cette chanson, moi en tout cas, celle-là, elle était personnalisée. Alors oui, par rapport au showbiz, on sait comment ça se passe. Pas vraiment, c'est vrai que la meilleure chanson, si elle n'est pas connue, si on ne la fait pas connaître, s'il n'y a pas de promotion, c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais c'était qui les concurrents de l'époque d'ailleurs ? Les concurrents, moi il y avait Jean-Luc Lahaye qui passait beaucoup à cette époque-là, et puis c'était déjà les débuts de Goldman, quoi. Alors là, bon, alors évidemment, difficile de lutter, hein. Les débuts de Goldman. Alors, il y a une autre chanson que j'ai trouvée sur Internet, c'est celle-ci. Aussi loin que tu sois, aussi loin, si tu entends ma voix, c'est un message que je t'adresse au hasard, poste restante, destination nulle part, aussi loin que tu sois. Destination nulle part, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et cette chanson a une histoire aussi. Allons. Oui, parce que j'ai une belle anecdote à vous raconter à ce niveau-là. Allons-y. Un jour, je vais dans un mariage, je suis invité à un mariage, et puis bon, les gens savaient que je savais chanter, tout ça, et ils m'ont demandé d'interpréter une chanson comme ça à la guitare. Et c'est celle-là que j'ai interprétée avec ma guitare. Et ce jour-là, il y avait Manuela Lopez, qui était invitée aussi au mariage. On ne se connaissait pas. Elle n'était pas encore chez AB. Elle a écouté ma chanson et elle m'a dit, vous savez, franchement, cette chanson, je la voudrais pour moi. Et bien sûr que c'est vrai, ça, hein. Du coup, bon, et c'était le départ pour elle, tout. Elle allait rentrer chez AB, tout ça. Et bon, mais j'ai toujours pensé, et quand elle a été embauchée chez AB, on s'est revus, évidemment, parce que là, j'étais tous les jours.
Et elle me l'a encore dit. Elle m'a dit, écoute, franchement, je veux cette chanson, je la veux pour moi. Et ça, c'est la détermination. Et ça, c'est un truc extraordinaire, parce que franchement, cette chanson qui n'avait pas, moi, ça n'avait pas fait un gros parcours, malheureusement, tu vois. Pourtant, elle était pas mal. On l'a quand même dans la tête, une fois qu'on l'a écouté une fois. Et elle m'a dit, écoute, j'adore cette chanson, je la veux. Donc, lorsqu'elle a fait son album, on est passé en studio. Elle l'a chanté de façon différente, parce que j'avais modifié un petit peu le truc, le texte, évidemment. Et c'est moi qui ai fait tous les chœurs dans son truc, un peu style Bee Gees. Parce que moi, c'est un truc c'était pour moi, ça. Les Bee Gees, j'adorais ça. Je chantais les Bee Gees, moi, à l'époque du disco. Et donc, et cette chanson, elle est sortie. Mais bon, ils l'ont mise un peu loin, quoi. Ils l'ont pas mise face tout de suite. Et c'est passé un peu à côté, c'est dommage, parce que je pense qu'elle aurait mérité un meilleur sort. Ils l'ont mise dans l'album, mais à la fin de l'album ou... Exactement. Alors, ils avaient leurs priorités, évidemment. Moi, je comprends ça, Mais en tout cas, je suis fier de l'avoir fait. Je suis vraiment fier, parce que Manuela, elle est formidable. C'est une artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La chanson cachée de Manuela Lopez, écrite par Jean-Paul Césari. On essaiera de la retrouver, de la mettre en post-production. Oui, et ça s'appelle « Si tu entends ma voix », la chanson que chantait Manuela. C'est sur ma chanson. Évidemment, j'avais tout changé, mais on avait gardé une partie du texte. Et donc, je suis revenu sur le texte et j'ai écrit autre chose pour que ça soit adapté à elle. Et ça s'appelle « Si tu entends ma voix ». Aussi loin que tu sois, aussi loin, si tu entends ma voix. C'est un message que je t'adresse au hasard. Poste restante, destination nulle part. Si tu entends ma voix. Alors, je suis en compagnie de Raphaël que tu connais, il me semble. Il m'a dit, tiens, j'aimerais bien poser des questions comme ça. J'ai dit, oui, mais attends, moi, j'ai mon boulot aussi à faire, j'ai la technique à faire aussi. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça sera 1 ou 2 questions, 2, 3, comme ça, parce que j'ai bien envie de savoir certaines choses. Alors moi, ça me permettra de faire une petite pause, hein, et puis en même temps, ça lui permettra, lui, de poser ses questions, parce que quand il était ravi, quoi, de savoir qu'il y aurait une interview avec toi. C'est ça. Vas-y, Raphaël. Bonjour Jean-Paul, Raphaël Pesuto. Tu vas bien ? Alors, j'ai quelques questions à te poser, mais je crois que je vais commencer par la question en mode photo. Je vais te montrer 1 ou 2 photos. Je pense que ça te rappelle des souvenirs pour que tu me dises ce que ça t'évoque, notamment celle-ci. Alors, ce qui est bien en radio, c'est que on n'a pas du tout la photo. Donc, il va falloir qu'on explique un petit peu. C'est très très coloré. Ça a l'air d'être dans des studios. Est-ce que je peux voir la photo, Jean-Paul ? Vite fait. Ah oui, ça ressemble au miracle de l'amour, ça. Oui, ça ressemble. C'est même le miracle de l'amour, je dirais. Et j'ai eu un petit rôle. Le rôle d'un auteur un peu, comment dire, un auteur à succès, mais un peu has-been, quoi. Has-been en tout cas pour eux. Et donc le producteur, parce que c'était un groupe de musique, et leur producteur voulait absolument que je fasse une chanson pour eux, dans l'histoire, voilà. Et donc, comme j'étais un peu comme Didier Barbelivien, dans l'histoire, je parle, malheureusement, pas autrement. Et donc, j'ai une chanson. Alors, j'ai chanté la chanson qu'on m'avait écrite, effectivement, que l'auteur avait écrite. Et c'était effectivement, pour moi, c'était super. Évidemment, j'avais beaucoup de fierté à chanter cette chanson pour eux, parce que j'étais certain que de toute façon, ils allaient la prendre. Évidemment, parce que ça serait forcément synonyme de succès. Eh bien, il se trouve que c'était pas bien ça, parce que quand ils ont entendu ça, ils ont trouvé ça ringard. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, mais bon, ils faisaient tous une moue qui en disait long. Liberté, liberté, je t'ai perdu à tout jamais. Wow.
Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah c'était très beau. Vraiment bravo Franck. Hein. Merci. Bah, c'est vrai que j'étais inspiré par la mélodie. Hein. Alors, ça vous a plu? Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est surprenant. Il y a de belles images, non? C'est vrai, il y a de belles images. C'est fou ça, comment on peut écrire aussi vite. Hein? Non, mais c'est vraiment une question d'habitude. Hein. Bon alors, on la garde comme ça? Ah bah non, non, on la garde pas comme ça, moi j'ai rien compris. Et voilà, donc c'était mon action dans, dans les miracles de l'amour. Et ensuite, il y a eu un deuxième épisode aussi où j'avais encore une chanson. Là, on va vous mettre la photo parce qu'elle est extraordinaire. T'es en jaune là, c'est ça, avec la guitare noire. Et je me rappelle cet épisode, c'était il devait signer avec un producteur, mais il dit ouais, mais vos chansons c'est pas terrible. Nous on a un auteur-compositeur pour ça. C'était ça. Et c'est ça, mais c'est tout à fait ce qu'on recherche dans le showbiz souvent. On te dit ouais, mais elle est bien ta chanson, tout ça, mais tu sais, je suis persuadé que si tu travaillais avec, tu sais, avec un tel comme Didier Barbelivien par exemple, tu vois, ce serait génial et ce serait synonyme de succès. Malheureusement, ça veut rien dire. Hein. Bon, c'est bien d'avoir un auteur connu, mais ce qui compte, c'est la chanson. Il était quelle heure là, 2h du matin pour le tournage ou? Non, là je me rappelle, c'était 10h du matin. C'était 10h du mat, mais comme on avait le texte le matin très tôt, donc c'était comme ça tous les jours. Hein. Assistante Dorothée, donc il y avait. Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'assistante Dorothée? C'est une foule de choses qui paraissent insignifiantes, mais qui sont très utiles, mais parce qu'elle avait besoin. Donc, par exemple, mais ça j'adorais le faire, je m'occupais de son toutou, parce qu'elle avait un petit York. Et Roxane? Eh ben, tu vois, tu le sais. Donc, Roxane, je l'avais souvent avec moi, je le promenais, je faisais tout ce qu'il fallait. Et puis, je l'accompagnais partout en voiture, dans tous ses déplacements. Et donc, c'était souvent les promos qu'elle faisait à l'extérieur d'AB, dans les radios et les téléradios, tout ça, je l'accompagnais là. Et puis, c'était aussi la confiance qu'elle avait en moi. Et même, de temps en temps, je lui montrais un petit peu, je lui faisais apprendre ses chansons, tout ça, et je lui donnais quelques conseils que j'avais moi, quoi. Mais bon, c'était un rôle important, puis elle avait confiance en moi, et c'était une relation qui est devenue très amicale. Voilà. Tu écrivais aussi les lancements de l'émission du Club Dorothée, par exemple? Non, je ne faisais pas ça. Mais par contre, c'est souvent moi qui prenais rendez-vous avec les médias, et notamment les journalistes qui venaient chez AB. Et donc j'avais son planning et j'étais voilà mon boulot. C'était le tampon quoi entre l'artiste d'un côté et puis de l'autre les médias qui n'étaient pas toujours sympas avec AB Productions. Oui, pas toujours sympa d'ailleurs. Bon, je ne vais pas citer, mais il y avait un truc qui s'appelait Télérama. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe encore. Et donc ils étaient un peu bon. Voilà. Mais bon, ils s'étaient trompés. La preuve, c'est que il disait que tout ça, c'était c'était dessin animé japonais, c'était violent, tout ça. Mais on voit ce que ça donne maintenant. La vraie violence, elle n'est pas là. La vraie violence, elle est quand on regarde BFM TV. Hein. C'est ça la vraie violence maintenant. Donc bon, c'est ça. Il y avait pas mal de critiques, mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Hein. Oui, beaucoup de jalousie, parce que lorsqu'un artiste français sort du lot comme ça, mais là c'était même plus sortir du lot, quoi. Ils avaient bâti un empire, quoi. AB Productions, c'était devenu un empire. Raphaël, tu as encore une deuxième question, j'imagine, et je te repasse le micro. Hein. D'accord. Donc j'ai une deuxième question, Jean-Paul, mais avant la question, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit par rapport au concert de Bercy. Si mes souvenirs sont bons, tu chantais de l'harmonica à côté de Dorothée juste avant de chanter Nicky Larson, ou d'ailleurs Dorothée a fait partie du chœur quand elle a chanté Nicky Larson, si je me souviens bien, avant la question. Attends, c'est quoi ta question là? Alors la question c'est du coup, avec la cadence de travail énorme que vous aviez au Club Dorothée, parce qu'il m'a même été rapporté que Jackie dormait dans sa loge, d'après ce que j'ai compris, comment faisiez-vous pour vous reposer du coup? Bon, déjà je vais te répondre à la première question, c'est-à-dire l'harmonica. Bon, ben, je joue de l'harmonica, tout simplement. Et comme il y avait une chanson qui s'appelait « Tant qu'on a des amis, pour nous prendre la vie, la 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 ». Et moi, j'avais un truc à l'harmonica qui était... donc j'ai repris le refrain de la chanson à l'harmonica, voilà, comme c'est dans le disque d'ailleurs. Voilà ce qui s'est passé sur scène.
Alors après, pour répondre à ta deuxième question, effectivement, c'était des séances de travail très intenses et il n'y avait pas trop de week-ends non plus possibles dans la mesure où, je te cite un exemple, lorsque son premier Bercy, lorsqu'elle l'a fini, elle a fini le Bercy le vendredi soir et on est parti en tournée le samedi matin, voilà, avec le car. Donc effectivement, il y avait vraiment beaucoup de travail et là c'était là il fallait suivre quoi. Si là à cette époque je n'avais pas eu une très bonne santé, quand je dis je, il n'y a pas que moi d'ailleurs, c'est tout le monde. Je crois que ça l'aurait pas fait quoi, parce que c'était bon, on comptait pas les heures et quand on tournait, tu en as parlé tout à l'heure toi. Tu en as parlé de Pas de pitié pour les croissants. Tu sais que. qu'on en reparle après. Oui, on en reparle. Mais si tu veux, on en reparle après. Si tu veux. Ouais, bon, on en reparle tout à l'heure, d'accord. Donc, oui, effectivement, c'était des séances de travail terribles, très longues. Alors que Jackie est dormi dans la loge, je ne suis pas au courant, mais c'est possible. Il y avait une hygiène de vie nécessaire alors. Oh non, mais pour ça, il n'y avait pas de souci. Chez AB, bon, on avait une cantine formidable. Et puis, bon, moi, j'avais la chance de participer à tout leur dîner, quoi. Comme j'amenais Dorothée, tout ça, ils étaient très gentils avec moi. Je faisais partie de leur famille, moi, tout simplement. Et c'est vrai que, bon, je ne peux pas me plaindre de ce côté-là. On mangeait très bien, on a beaucoup voyagé, on a rencontré des gens formidables. C'était une époque... bon, à l'époque, effectivement... quelquefois, je me disais, mais ta vie, elle est où, quoi? Elle est avec eux. C'était un peu ça, en fait. C'était un peu ça. Mais c'était tellement intéressant et je me suis accroché, quoi, tout simplement. Ok, donc dans un instant, on va reparler de Pas de pitié pour les croissants. On va faire une petite pause là, tranquillement, juste pour prendre un petit verre ensemble. Et puis, on va surtout reparler d'un sujet qui te tient à cœur. C'est le club Le Pic Abbesse Pétanque. Qui a été viré quoi, par la mairie de Paris, c'est ça en fait. Bah oui, ça c'est autre chose, c'est autre chose, mais on peut en parler effectivement. J'ai beaucoup de tristesse d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, on va en parler, on va faire une petite pause là, et puis on vous dit à tout de suite pour la suite de l'interview. Bienvenue sur RGV où les souvenirs prennent vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un maestro des mélodies qui ont bercé notre enfance, Jean-Paul Césari, la voix qui a fait vibrer les génériques de nos dessins animés préférés. Et avec nous, il est avec nous pour nous parler de plein de choses. Et on va parler du clap dans quelques instants. Oh, allez, je vais la remettre juste pour nous parce que quand on dit oui, Jean-Paul Césari, c'est qui? Ben, c'est celui qui a chanté ça. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. Ou alors ça. Leur prénom c'est Nicky, et son nom c'est Larson. Nicky Larson ne craint personne, Nicky Larson, son nom résonne. Mais moi, j'ai aussi découvert Jean-Paul Césari à l'époque de Récréa 2, à la fin de Récréa 2, avec cette chanson. Bionique, vous avez dans le cœur. Bionique, le courage des vainqueurs. Bionique, pour un monde idéal. Bionique, contre le mal. Alors je sais pas si vous nous écoutez sur la web radio ou alors si vous voyez la vidéo de l'interview, mais vous verriez les yeux qui brillent de Jean-Paul. Pourquoi cette chanson a l'air de te toucher? Parce que les bioniques, effectivement, ça me touche parce que c'était ma première chanson. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore Dorothée, tout ça. Et c'était Gérard Salès qui m'avait proposé, parce qu'il me connaissait, et pour que je chante un générique de dessin animé. Et c'était encore, c'était pas encore pour le club Dorothée qui n'existait pas. Et voilà, j'ai chanté ça. Et bon, ça me rappelle évidemment des très beaux souvenirs, ça. Alors forcément, tout à l'heure, on parlait d'El Château. Et tu m'as dit, ah mais j'ai une petite anecdote sur El Château, il faudra qu'on en parle tout à l'heure. Et comme on avait fait la pause, j'ai dit, ben voilà, on va en parler, il n'y a pas de souci. C'est quoi cette anecdote? En plus, tu m'as dit, c'est la première fois que je le dis. Alors, oui, c'est marrant parce que lorsque je suis arrivé à Paris, mon producteur était Gérard Tempesti et c'était le producteur d'El Château aussi. Et comme je cherchais du travail et tout, ils avaient pensé
à me faire jouer avec le groupe El Chato en prenant une guitare. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait plusieurs galas comme ça avec eux dans les discothèques en faisant mon rôle de gitan tout simplement. Et c'était très sympa parce que j'ai bien sympathisé avec tout le monde. Je connais sa famille aussi, El Chato, et lui, c'est quelqu'un d'adorable, vraiment. Et tu savais jouer la même chose que les mêmes mélodies, le côté gitan, le côté c'est quoi quand on dit c'est jazz manouche? Oui, non, mais moi j'ai pas la technique pour ça. Mais par contre, je faisais ce que je savais faire, tout simplement. Raphaël, tu avais une deuxième photo, je crois, à passer. Il y avait une question avant. Une question avant. Oui, Jean-Paul, je t'ai fredonné une chanson. Je pense que tu as de rappeler des souvenirs. Tu me diras ce que ça quoi ça te fait penser. Attends. Attention, Raphaël va chanter. Est-ce que tu chantes bien? Oui, ça va. Bon, alors on y va. Oui. 5 humains réunis contre les ennemis d'une lointaine galaxie. Force 5, sauver la vie. Ça t'est pensé à quoi, Jean-Paul? Tu vas le dire, toi. Eh bien, c'est Five Man. Five Man, putain, c'est vrai, j'ai chanté ça aussi. Il en a chanté tellement qu'il se rappelle plus. Non, mais tu sais, c'était, comment dire, comme on faisait ça en une demi-heure, mais après, j'en entendais plus parler, moi. Donc, bien souvent, oui, Five Man, je l'ai chanté, ça. Jetman aussi, j'en ai chanté une vingtaine en tout. Mais celui-là, effectivement, je l'avais jamais réécouté. Alors, est-ce que ça se passait comme ça? Dis donc, tu passes, viens, on va enregistrer quelque chose. Ça se passait exactement comme ça. Je me souviens d'ailleurs que pour Nicky Larson, j'étais dans un long couloir, parce qu'à Abbé, il y avait un long couloir. Bon, il y avait, parce que ça n'existe plus. Il y avait un long couloir, et je vois Gérard Salès, qui est auteur-compositeur, là-bas, bien sûr, mais surtout compositeur d'ailleurs, et qui me dit: Jean-Paul, est-ce que tu es libre là maintenant? J'ai dit tout de suite. J'ai dit il faut voir, je demandais à Dorothée pour voir si elle a besoin de moi. Il me dit parce qu'il y a un générique à danser. Danser. Ça, par contre, je suis mauvais pour ça. Il y a un générique à chanter, et si tu veux, on peut le faire tout de suite. Et ben voilà. Donc je suis arrivé, je connaissais rien, et je savais qu'il fallait aller très vite parce qu'à l'époque il y avait tellement d'activités dans les studios d'enregistrement. Et partout d'ailleurs, sur les plateaux aussi, qu'il fallait aller très vite. Et donc, Nicky Larson, ça s'est fait en, je dirais, 1 heure. Et ça se passait comme ça aussi pour pas de pitié pour les croissants. C'est-à-dire, tiens, t'as pas 5 minutes là encore, c'est juste pour un petit truc. Ça s'appelle pas de pitié pour les croissants. T'as un petit rôle comme ça, tu vas être juste un facteur dans l'émission. Ah non, mais c'est encore autre chose. Pas de pitié pour les croissants, c'était autre chose parce que la plupart du temps, c'était les gens qui travaillaient là-bas dans les bureaux, les secrétaires, les comptables, tout ça, qui, après leur travail, c'est-à-dire après 19h, et quelquefois même plus, tournaient là-dedans, quoi. Mais des fois, ça allait. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai eu un rôle de ceinturion, j'avais tourné à 3h du matin. C'était dingue, ça. C'était au tout début que j'étais chez eux, et c'est le personnel qui tournait dans Pas de pitié pour les croissants. Raphaël, je veux la photo de Jean-Paul en ceinturion, s'il te plaît. Tu te mets sur le coup, s'il te plaît. J'essaierai de la trouver, mais vu que c'est ceinturion, je demanderai à Toby Cage avant de m'aider. Et alors, quand il y avait le scénario, le texte et tout, est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est complètement lunaire. Non, mais tu sais, j'étais tellement fatigué que je me disais plus rien, quoi. On m'avait mis un costume, et puis voilà, je faisais ce qu'on me disait, mais de manière machinale, quoi, tout simplement. Et quand tu voyais le résultat, c'était le dimanche matin, je crois, quand tu voyais tu l'as déjà vu le résultat? Oui, mais enfin bon, le résultat, on savait que ça marchait très bien de toute façon. Donc on savait ce que c'était, pas de pitié pour les croissants. Mais après, bon, quand tu as tourné après la journée de travail, c'était un peu compliqué. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même lunaire parce que ça a donné la plupart des sketchs qu'il y avait, enfin l'espèce d'humour qu'il y avait à Comédie, l'espèce d'humour qu'il y avait chez les Robin des Bois. C'était précurseur, non? Absolument, et puis de toute façon, tout le monde nous en reparle de ça. Ça aussi, c'est devenu culte. Là, j'ai concocté un medley de pas mal de générités, on a bientôt fini, de pas mal de générités, ça dure deux petites minutes. Je vais te faire réagir sur tout ça, puis ensuite on pourra conclure tranquillement. Allez, c'est parti. Qui est le plus sidérant, le plus fou et séduisant, un héros aux yeux d'enfant qui résout toutes les enquêtes. Et puis enfin, un jour viendra où l'on sera fier de
ça la loi de l'Académie des ninjas. Ils ont dans le cœur tout le courage et l'ardeur qui feront d'eux des vainqueurs. De plus en plus vite, ils s'en vont toujours sans peur dans le bruit de leur moteur. Au bout de leur course, il y a la victoire qui sera la source d'une vie remplie de gloire. Alors pour cela, sans peur, il faut vous battre, toujours à plein gaz. Il faut y aller sans se laisser abattre, toujours à plein gaz. Il faut des milliards en or, en dollars, Picsou, en suivant Pipiriri et Loulou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Elena, Elena, ta vie c'est le tennis, ta force c'est le service. Elena, Elena, ton amour pour le sport va de plus en plus fort. Fight-man pour la liberté, fight-man pour que l'amitié, fight-man triomphe à jamais, défendez l'humanité. Dan Cougar, les calés de l'espace, Dan Cougar, aux ennemis font face pour sauver l'espoir et l'amitié, l'amour et la liberté. Métal d'air, tu n'es pas de chair et de sang. Métal d'air, Nicky Larson ne craint personne. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il fredonne toutes les musiques. Évidemment, mais c'est comment dire, c'est important pour moi tout ça. T'imagines un petit peu, moi quand j'ai chanté ce genre de générique, à l'époque, je l'ai fait, comment dire, je l'ai fait sérieusement évidemment, mais par contre ça me faisait sourire. Parce que moi j'étais un chanteur plutôt variété rock un peu avec mes propres chansons. Et donc ça me faisait sourire de chanter ça. Mais maintenant je ne souris plus du tout. Maintenant je suis très heureux d'avoir fait tout ça. Très heureux. J'imagine. On t'a demandé un morceau qui te tenait à cœur. Et on a retrouvé le morceau avec toute l'équipe. Je voudrais qu'on écoute un petit bout, mais tu nous en parles un petit peu ? Oui, c'est donc c'est Procolarum, The White Shade of Pale. C'est une chanson que j'ai interprétée aussi quand je faisais partie des groupes, le groupe Les Dalton, qui était dans le sud de la France. C'était un de nos tubes, quoi. Bon, évidemment, c'était une reprise. Mais on le faisait pas trop mal. Et puis, c'était, comment dire, le symbole un peu de ces années slow. Parce qu'à l'époque, c'était les slow qui marchaient. Maintenant, on n'entend plus de slow. Mais à l'époque, on allait en discothèque. Quand un truc comme ça passait, mais c'était évident qu'on allait pécho, comme on dit maintenant. On écoute un petit bout. La chanson a été reprise entre autres par Nicoletta, il y avait Annie Lennox aussi qui l'a reprise. Est-ce que c'est toi qui chantais dans la reprise avec ton groupe Les Dalton ? Oui, c'est moi qui chantais, bien sûr. Mais c'était, comment dire, c'était particulier cette chanson pour nous. Je t'explique un petit peu pourquoi. Parce que on avait acquis l'orgue Hammond. Et cet orgue Hammond, c'est une espèce de meuble, un gros truc, mais magnifique. Et justement, ce son
Ce son, il n'y avait vraiment que cet orgue-là qui le faisait. Et nous, on l'avait acquis. Alors évidemment, comme on avait acquis, que c'était très cher à l'époque, je ne me rappelle plus combien, mais très cher. Donc on a voulu faire justement une chanson qui soit représentative pour cette chanson. Pour ce son-là, en tout cas. Et c'est cette voix qui fait des envolées lyriques qui t'a plu? C'est un ensemble de choses en fait. Mais c'était surtout pour le gimmick à l'orgue qu'on aimait beaucoup. Jean-Paul, ça va être le moment de se quitter puisque je sais que tu as des obligations familiales entre autres. On va parler de ton actualité puisque c'est la fin de cette émission sur RGV. Alors merci infiniment Jean-Paul d'avoir participé à cette émission. Et oui d'ailleurs, je vais vous quitter parce que je vais au théâtre après et je vais voir 2 amis à moi. Anthony Dupré. Ah oui, on connaît bien, oui. Et voilà, donc qui joue au théâtre. Et voilà, c'est pour ça que je vous quitte un peu prématurément. Anthony Dupré et Anthony Joubert. Voilà. Ne pas oublier. Je voyais dans ton œil, je disais, mais c'est qui l'autre? Je me rappelle. Ah si, je sais qui c'est. C'est Anthony Joubert. Je vois qui c'est. À l'heure où on enregistre cette émission, tu étais à Besançon il y a quelques temps dans une convention. C'est quoi la suite du programme? C'est toujours pareil, c'est les festivals manga où je vais rencontrer des gens, où je vais peut-être signer quelques autographes, et en tout cas parler beaucoup de ma vie et parler de ce parcours très original que j'ai eu la chance de faire. Parce que lorsqu'on est employé de sécurité sociale et qu'on se retrouve quelques années après assistant d'une star comme Dorothée, et surtout mon Nicky Larson. La boucle est bouclée, tu as commencé par la même phrase pratiquement, à peu de choses près. On finit comme ça. Comment s'est passée l'interview? Est-ce que tu as passé un bon moment? Je ne l'ai pas vu passer, donc ça veut dire que c'était bien. Eh bien, je crois que c'est le meilleur compliment que je peux avoir. Cette émission est disponible en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et puis bien sûr sur la radio RGV. Tu sais quoi, on va conclure par un truc un petit peu original. Bon, tu es mon assistant aujourd'hui, Raphaël, je pense que tu vas y arriver. Voilà, voici un carambar. Je ne sais pas si on a le droit de dire carambar à l'antenne, mais voici un carambar pour toi, Jean-Paul, pour avoir accepté cette émission et pour avoir accepté de répondre à mes questions avec sincérité et avec force et avec conviction. C'est le moment de soit tu le manges le carambar, soit tu le manges pas, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est la blague. On va se quitter avec la blague carambar. D'accord, mais moi je crois que je n'ai jamais autant apprécié un carambar de ma vie. Alors voilà, on prend le carambar. Est-ce que tu vas le manger le carambar? Oui, peut-être après. Non, peut-être plus tard. Un peu plus tard. Alors maintenant, regarde la blague et tu vas nous lire la blague carambar, puisque je sais que sur C8 ils font des citations de développement personnel dans l'émission. Alors la blague, attention, non mais là il me faut quand même quelque chose là. Il me faut quelque chose. La blague carambar de Jean-Paul Césari. Alors pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Est-ce que tu as une idée, Raphaël? Oui, je crois avoir la réponse, parce que dans l'eau minérale. Ah. Je crois qu'il a déjà la réponse. Il est allé un peu vite, mais bon, je pense qu'on a compris. Et pourquoi alors? Parce que l'eau minérale. Voilà, parce que l'eau minérale, bravo. C'est exceptionnel. Bravo. Merci d'avoir participé à cette émission. Moi, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on se quitte avec Nicky Larson. Et tu as le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que c'est peut-être votre première interview, d'après ce que j'ai compris. Écoute, j'espère que cette interview vous portera chance et que vous aurez des gens les plus beaux du monde, comme moi. Tu es le parrain de l'émission, ça te va? Ça me va très très bien, très bien. Je suis touché et très fier d'avoir été le premier, parce que franchement, t'es un bon toi. T'es un bon. Continue mon ami, continue. Merci beaucoup. Allez, à bientôt sur RGV. On se quitte avec Nicky Larson. Salut.